Avant d'aborder les 4 cas de la vidéo, je tiens à vous remercier pour votre incroyable soutien en 2024. Un remerciement tout particulier aux membres de la chaîne dont les noms sont listés ici. Vos commentaires positifs, votre engagement continu et vos contributions généreuses sont vraiment appréciés. Grâce à vos nombreux visionnages, commentaires et partages, la chaîne grandit. Merci à tous pour votre contribution à Briefcase. Aujourd'hui, je vais examiner 4 affaires. Une que j'ai enregistrée en 2020, une en 2021, une en 2022 et une en 2023. Vous êtes nombreux à remarquer que mon style de narration et de montage vidéo a changé. Vos retours sur vos préférences sont donc très appréciés. La première vidéo, je l'ai enregistrée en 2020 et elle vient de la Suède du 19e siècle. Anna Mansdotta est née le 28 décembre 1841 dans un petit village près de la ville de Kristianstad dans le sud de la Suède. Bien que sa famille soit relativement pauvre, elle vivait dans une belle région près de la rivière Helge et a reçu une éducation élémentaire. En 1842, la Suède a rendu obligatoire pour chaque gouvernement local d'ouvrir au moins une école permanente. Bien que dans les communautés pauvres, les parents s'intéressaient peu à l'école, la plupart des enfants recevaient tout de même une instruction. Quand Anna a été jugée assez âgée, elle a commencé à travailler. La Suède changeait alors que la plupart travaillaient auparavant dans l'agriculture. Avec la montée du libre-échange en Europe, le pays exporta plus de cuivre, minerais de fer et bois. L'économie s'est développée et les opportunités pour le peuple suédois ont augmenté, comme beaucoup de jeunes femmes à l'époque qui vivaient dans de petites communautés rurales. Anna s'est mariée jeune et a déménagé dans le village côtier d'Ingur, près de la mer Baltique. Il n'y avait que quelques centaines d'habitants et tout le monde se connaissait. Son mari, nommé Nils Nielsen, avait 13 ans de plus qu'elle et possédait une ferme juste à l'extérieur du village. Quand Anna l'a épousé, elle pensait qu'elle allait grandement améliorer sa situation, mais ce ne fut pas le cas. Ils vivaient dans une maison très simple et Anna aidait son mari dans son travail à la ferme. La ville la plus proche était Aarhus, qui se trouvait à 7 km. Au cours des années suivantes, Anna a donné naissance à 3 enfants, mais tragiquement, un seul a survécu jusqu'à l'âge adulte. Bien que les progrès de la médecine aient permis de faire baisser le taux de mortalité infantile, il restait plus élevé dans les communautés pauvres, où vivaient Anna et Nils. Avec le temps, leur ferme a commencé à décliner. La vie en Suède était en train de changer. Avant 1850, 90% des gens vivaient à la campagne. Après l'ouverture des premières voies ferrées, l'industrialisation a débuté et les gens ont migré vers les grandes villes où de nouveaux emplois sont apparus. La situation de la famille s'est aggravée lorsque Nils est tombé malade et n'a plus pu travailler. En 1883, il est décédé. Anna avait un peu plus de 40 ans et était veuve. Son fils père, 21 ans, pris en charge la gestion de la ferme pendant qu'ils travaillaient à améliorer leur situation financière. Des rumeurs circulaient dans le village sur la relation incestueuse entre Anna et père qui ne vivaient pas comme mère et fils. Bien sûr, Anna a toujours nié cela. Pour mettre fin au commérage, elle décida de marier son fils et organisa le mariage. Jeune femme du village voisin de Brusap, nommée Anna Johansdotter. Cela semblait être une très bonne épouse pour père, car Anna n'était pas seulement charmante et intelligente, elle était aussi la fille d'un homme très respecté, nommé Johan Olsson, qui était le juge de district local. Lui et sa femme, Anna Andersson, étaient tous deux des membres très respectés de la communauté. Le couple s'est marié en 1887 et il a été décidé qu'après le mariage, Anna emménagerait à la ferme avec père. Et Anna irait vivre avec sa mère. Cependant, Anna ne semblait pas pressée de partir. Elle était heureuse de vivre à la ferme avec son fils et sa femme. Mais Anna la trouvait difficile à vivre et leur relation commença à se détériorer. Anna était heureuse de son mari, mais supportait mal l'ingérence de sa belle-mère. Elle trouvait qu'Anna n'était pas du tout abordable, et même si elle en parlait avec père. Il ne voulait jamais contrarier sa mère et semblait être totalement sous son contrôle. Elle écrivit à son père pour lui demander s'il pouvait l'aider. Bien qu'il comprenne les inquiétudes de sa fille, il pouvait faire peu si Anna refusait de partir.
La situation ne s'est pas améliorée et il est devenu évident que les deux dames ne s'entendaient pas du tout. Au lieu d'être heureuse pour son fils, Anna semblait jalouse de sa jeune et séduisante épouse. Anna écrivit de nouveau à ses parents pour leur dire à quel point la situation la rendait malheureuse. Elle leur expliqua qu'elle ne pouvait pas continuer à vivre dans ces circonstances et précisa qu'elle avait demandé à Père s'il pouvait quitter la ferme et s'installer ailleurs. Le 28 mars 1889, une voisine vint à la maison pour demander des nouvelles de Anna. C'était une belle matinée de printemps, mais elle était introuvable. La voisine demanda à Père où était sa femme. Il répondit vaguement qu'elle était sortie. La voisine trouva la réponse étrange et demanda si elle était partie loin et s'il ne devait pas la chercher. Père ne semblait pas particulièrement inquiet, mais ils décidèrent de chercher Anna. Après seulement quelques instants, ils remarquèrent que la trappe de la cave de la maison était ouverte. Alors Père descendit les escaliers, il pouvait voir qu'il y avait quelque chose là-bas. Il faisait sombre, mais avec la lumière de la bougie, il découvrit sa femme allongée sur le sol. Il s'approcha et se rendit compte qu'elle était morte. Le voisin fut choqué en découvrant le corps sans vie de la jeune femme dans l'escalier de la cave, tandis que Père resta impassible. Le voisin se précipita pour chercher de l'aide auprès des autres villageois et, ensemble, ils déplacèrent le corps de la cave à la chambre. Ils firent également venir le prêtre du village. On pensa d'abord que Anna était morte en tombant dans les escaliers de la cave. Mais lorsque les personnes rassemblées autour du lit regardèrent de plus près, elles remarquèrent qu'il y avait des ecchymoses et des marques sur son cou. Bien qu'elle soit habillée, elle n'avait pas son corsage. C'était un vêtement sans manches qui couvrait le corps du cou jusqu'à la taille et qui était très courant en Europe au XVIIIe et XIXe siècle. Personne ne se souvenait avoir vu Anna sans en porter un. La police a été appelée et elle a immédiatement soupçonné que la mort semblait suspecte et nécessitait une enquête plus approfondie. Ils ont organisé une autopsie, dont les résultats ont conclu que la cause du décès de Anna, la fille de Johann, était la strangulation. La police a arrêté Père et Anna et les a interrogés sur la mort de Anna. Au départ, ils ont affirmé que la pauvre femme était probablement tombée dans les escaliers du sous-sol, un endroit sombre où Anna se rendait fréquemment. L'autopsie cependant avait abouti à une conclusion très différente et la police a continué d'interroger la mère et le fils. Finalement, Père a avoué le meurtre de sa femme. La police, cependant, pensait qu'Anna était probablement l'instigatrice de ce terrible crime. Elle est restée indifférente à la mort de Anna et impassible durant son interrogatoire. Il pensait qu'elle contrôlait son fils et, même sans avoir commis le crime, elle l'avait sans doute orchestré elle-même. Les voisins ont rapporté que Anna souffrait du comportement de sa belle-mère, tandis qu'Anna était très jalouse de la séduisante épouse de Père. Ils ont parlé à la police des rumeurs locales concernant la relation inappropriée entre Anna et son fils. Ils ont aussi expliqué que beaucoup pensaient que Père avait épousé Anna uniquement pour cela. Après les rumeurs, le père de Anna a montré à la police 4 lettres de sa fille, visibles de tous. Ces mots étaient un appel à l'aide d'une jeune femme désespérée qui avait besoin d'aide pour résoudre ses problèmes avec sa belle-mère, qui s'immisçait constamment dans son mariage. Malgré tous les efforts de la police, la manière exacte et l'endroit où Anna Johann Dotta a été assassinée n'ont jamais été complètement établis. Bien qu'au final, la mère et le fils aient tous deux admis avoir commis ce terrible crime, leurs aveux n'étaient pas cohérents l'un avec l'autre, et il était donc assez difficile de déterminer ce qui était vrai et ce qui ne l'était pas. Ils ont conclu que Anna avait probablement découvert la relation inappropriée entre Pur et Anna. Et afin qu'elle ne puisse pas en parler, Anna l'a assassinée. Puis, dans une tentative de dissimuler le crime, ils l'ont jetée à la cave. On pensait également que Anna avait probablement été tuée pendant la nuit ou aux premières heures du matin. Anna l'avait habillée, expliquant pourquoi elle a été retrouvée sans corsage. Après plus de 5 jours d'interrogatoire, la police a inculpé à la fois Anna et Pur pour le meurtre de Anna, la fille de Johann. Ils ont été jugés au tribunal de district pour meurtre et relations illégales. Tous deux ont été condamnés à la prison pour leur relation et à mort pour leur implication. Après le meurtre de la jeune femme sans défense, la haute cour a confirmé les peines. Leurs avocats ont fait appel.
La majorité du village a soutenu l'appel de Pour, considéré comme un jeune homme agréable, toujours dominé par sa mère. Il croyait que c'était elle qui avait instigé le crime, et aussi celle qui avait étranglé Anna. Pour a finalement vu sa peine réduite à la perpétuité, qu'il a purgée. Karl Skroner, mais le cas d'Anna était différent. Les lettres d'Anna à ses parents décrivaient le traitement subi par sa belle-mère lors de l'interrogatoire et du procès. Anna avait montré peu d'émotion et jamais exprimé de regret pour le crime. Elle a aussi été blâmée pour sa relation illégale avec son fils. Bien qu'aucune femme n'ait été exécutée en Suède depuis plus de 30 ans, la peine d'Anna a été confirmée et son exécution fixée au 7 août 1890. Elle a été emmenée à la prison de Kristianstad. Les gardiens de prison et l'aumônier l'ont encouragée à montrer des remords pour ce qu'elle avait fait, mais elle a refusé. Elle a également refusé de prendre la Sainte Communion le 6 août, la veille de son exécution. À 8 h du matin, le jeudi 7 août 1890, Anna Mansdotter a été conduite dans la cour de la prison de Kristianstad, où elle a été décapitée. Elle avait 48 ans. Elle a été la dernière femme à être exécutée en Suède. Hanna Johansdotter a été enterrée au cimetière de Brersarp. Ses parents ont été enterrés dans la même tombe. Elle a été libérée de prison en 1913, mais les 23 années précédentes l'avaient marqué et il était en mauvaise santé. Il est mort 5 ans plus tard, en 1918. Le deuxième cas enregistré en 2021 provient de l'Australie de la fin du 19e siècle. Frances. Lydia Alice Thwaites est née le 6 novembre 1867 à Hoxton, qui, à l'époque de sa naissance. Petite ville près de Londres, dans le Middlesex, Hoxton fait aujourd'hui partie de Hackney. Bien que baptisée Frances comme sa mère, elle était connue sous le nom de Minnie. Son père était William Sutton Thwaites, un homme respectable qui travaillait comme chapelier dans le quartier élégant de Chelsea. Il offrait un beau foyer à sa femme et à leurs 7 enfants. Il les exhibait tous à l'église le dimanche. Ils étaient toujours bien habillés et ses filles portaient de jolis bonnets. On le voyait comme un homme honorable, veillant à ce que ses enfants soient polis et bien élevés. Bien que la famille ne fût pas riche, elle était considérée comme ayant une bonne position sociale et Minnie eut une enfance agréable dans un environnement confortable. Cependant, la réputation de la famille fut contestée. Lorsque des rumeurs commencèrent à circuler selon lesquelles Minnie se comportait de manière très indigne, on murmurait qu'elle entretenait une relation avec le soldat. Les rumeurs ont pris de l'ampleur quand elle a disparu de chez elle, ne revenant que quelques jours plus tard, dans un état peu convenable. Ses parents étaient très mécontents de son comportement, qu'il l'ait aidée ou qu'elle ait agi seule, car cela avait couvert la famille de honte. Minnie choisit d'émigrer en Australie dans les années 1880, période où de nombreux Européens s'y installaient, grâce à une économie prospère et de nombreuses offres d'emploi. Elle arriva à Sydney, une ville en pleine expansion, animée par des charrettes, des tramways et des passants occupés. Sa vie était très différente de celle à Hoxton avec sa famille. Elle n'avait que 19 ans, mais comprit qu'elle devait travailler et profiter de toutes les opportunités. Elle se présenta comme Françoise, refusant son ancien nom. Comme Minnie, elle travailla dans le service domestique, où de nombreux postes de femme de chambre étaient disponibles. En 1887, Françoise accepta un poste, pensant que son éducation lui permettrait de trouver un autre emploi plus tard. Elle était une travailleuse fiable, mais pendant ses congés, elle fréquentait des personnes que ses parents n'auraient pas approuvées. Elle ne semblait pas avoir tiré de leçons de ses expériences. À Hoxton, l'un d'eux s'appelait Rudolf Noor. Il travaillait comme serveur et était également connu pour être un petit criminel et un escroc. Lui, comme Frances, avait quitté son pays natal pour venir en Australie. Né et élevé en Allemagne, ils passaient beaucoup de temps ensemble et se sont mariés le 2 novembre 1889. Les affaires illégales de Rudolf ont poussé le couple à s'installer à Melbourne, où Frances a eu une fille en 1892. À l'époque, Melbourne était la deuxième ville de l'Empire britannique et l'une des plus riches du monde. Les parcs et jardins étaient parfaits pour promener le bébé, et les boulevards bordés d'arbres semblaient majestueux à côté des élégants bâtiments en grès.
La vie à Melbourne était agréable, mais dans les années 1890, l'économie australienne a connu une grave dépression. Les investissements étrangers ont baissé et le chômage a fortement augmenté. Frances a dû demander l'aide de sociétés de secours pour se nourrir. Sa situation a empiré quand son mari a été emprisonné pour avoir revendu des meubles achetés à crédit. Elle était dans une situation financière difficile avec un jeune enfant à charge. À 25 ans, elle était souvent abordée par des hommes. Edward Thompson a brièvement travaillé comme assistant poissonnier. Françoise a vécu un temps avec lui, mais leur relation a été courte. Et lorsqu'il l'a quittée, elle s'est retrouvée sans endroit où vivre et sans aucun moyen de subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille. Avec très peu d'options disponibles, elle a essayé de confectionner des robes, mais avec peu de succès. Se trouvant désormais dans une situation assez désespérée, elle a mis en place son propre service de garde d'enfants. Elle gardait des bébés contre rémunération hebdomadaire ou forfaitaire. Bien qu'il existait des foyers agréés pour accueillir les enfants, ils étaient insuffisants face au nombre d'enfants à prendre en charge. Les jeunes mères célibataires recherchaient souvent ces services pour faire adopter leurs bébés et retrouver leur famille en tant que femmes respectables. Mais aujourd'hui, avec le chômage élevé et la mauvaise situation économique, certaines femmes mariées ayant déjà de jeunes enfants cherchaient également à confier leurs bébés à des nourrices non agréées, leur demandant de trouver de bons parents pour adopter leur bébé. Cependant, ces opérations n'avaient pas toujours l'intérêt de l'enfant à cœur. Ces femmes étaient souvent appelées nourrices mercenaires. On sait qu'en Angleterre, Margaret Waters, 1870, et Anna Took, 1879, ainsi qu'en Écosse, Jessie King, 1889, ont été pendues pour la mort de bébés qu'elles gardaient. La presse de Melbourne avait signalé négligence, cruauté, conditions terribles et manque de nourriture dans ces établissements. Les mères savaient toujours que confier leurs enfants à ces prestataires non agréés comportait des risques. Les autorités, cependant, trouvaient difficile de mettre fin à ces activités, d'autant plus qu'il s'agissait d'un service toujours nécessaire. Frances était éloquente et donnait toujours l'impression d'être une femme attentionnée. Elle trouvait soit un bon couple pour adopter un enfant non désiré, soit elle s'occupait elle-même du nourrisson jusqu'à ce que les parents soient en mesure de reprendre l'enfant. Elle citait sa fille pour prouver qu'elle s'occupait bien des enfants. Parfois, elle faisait croire qu'il ne s'agissait pas de sa fille, mais d'un nourrisson dont elle s'occupait et dont elle continuerait à prendre soin, jusqu'à ce que la situation des parents de l'enfant s'améliore et qu'ils soient en mesure de venir chercher la petite fille. Cela consolait les mères qui croyaient devoir confier leur bébé à des personnes non agréées. Ces arrangements étaient peu formels. Frances utilisait des pseudonymes et changeait souvent de propriété. Si la mère voulait voir son bébé, elle pouvait découvrir que Madame Frances Knorr ne résidait plus à l'adresse où elle avait laissé l'enfant. La plupart des mères célibataires dans cette situation ne signalaient pas la disparition de leur bébé. Elles craignaient d'être exposées comme mère d'un enfant illégitime. Après la libération de Rudolf Knorr, lui et Frances sont retournés à Sydney. Frances était alors à nouveau enceinte. En septembre 1893, le nouveau locataire d'une maison sur Moorland Road, dans la banlieue de Brunswick à Melbourne, creusait son jardin lorsqu'il fit une découverte horrifiante, le corps d'un bébé. Il contacta la police, qui arriva rapidement, et une enquête commença. Le corps était celui d'une petite fille, qui fut plus tard identifiée comme étant Gladys Crichton. On estima qu'elle avait environ 3 semaines au moment de sa mort. Les voisins dirent au détective que l'ancienne occupante de la maison avait aussi vécu près de là, au 26 rue Davis. La police se rendit à la résidence, creusa dans le jardin et fit une autre découverte macabre. 2 corps de petits garçons. Les enquêteurs devaient maintenant retrouver la personne qui, à un moment donné, avait occupé les 2 propriétés. Cette personne s'appelait Madame Frances Knorr. Lorsqu'ils ont essayé de la retrouver, ils ont découvert qu'elle avait beaucoup déménagé et utilisait souvent des noms différents à chaque fois qu'elle trouvait un nouveau logement. Ils ont toutefois établi que son mari venait de sortir de prison et que le couple était revenu à Sydney. Une fois qu'ils ont eu cette information, ils ont rapidement pu localiser le couple. Ils occupèrent des chambres dans la rue Brisbane, dans le quartier de Surrey Hills de la ville. La police comptait les arrêter tous deux, mais Françoise, enceinte,
est entré en travail lorsque les détectives sont arrivés le 4 septembre 1893. Ils ont attendu son accouchement avant de l'arrêter. Monsieur Rudolph et Madame Françoise Knorr ont ensuite été escortés à Melbourne. Une autopsie des corps a suggéré que la petite fille était morte par strangulation, tandis que les garçons avaient été étouffés. Une enquête a été menée. Des voisins de Moreland Road à Brunswick, Melbourne, disaient voir plusieurs jeunes femmes confier leur bébé à Madame Knorr. Cependant, de nombreuses mères célibataires hésitaient à témoigner. Elles ne voulaient certainement pas que leurs écarts soient révélés. On disait que Frances, après avoir reçu un bébé, l'emmenait parfois chez un autre enfant. Service de garde moins cher mais sans registre du nombre de nourrissons pris en charge. Les autorités ignoraient combien d'enfants étaient morts sous sa garde. Ils n'ont pas non plus pu identifier les 2 nourrissons décédés de sexe masculin et n'ont pu confirmer que la petite fille s'appelait Gladys Crichton. Après l'enquête, Madame Frances Knorr et son mari Rudolf Knorr ont été inculpés de meurtre. Le procès a débuté le 27 novembre 1893. L'accusation affirme que Madame Knorr gardait un bébé de 3 semaines, Gladys Crichton, du 8 au 11 avril. Après, l'enfant n'a plus été vu. Ils ont expliqué qu'elle déménageait souvent et hésitait à dire où elle allait. L'accusation a aussi présenté des témoins, dont une nourrice ayant raconté que Madame Knorr avait emprunté une bêche à un voisin en disant vouloir jardiner. Quelques jours plus tard, la nourrice a déclaré que Madame Knorr avait de nouveau déménagé. Une autre preuve était une lettre de Françoise Knorr à Monsieur Edward Thompson, avec qui elle avait vécu pendant l'emprisonnement de son mari. Dans la lettre, elle lui demandait de dire aux autorités que les enfants étaient à lui et morts de tuberculose. Monsieur Thompson savait que cela l'impliquerait et remit la lettre aux autorités, affirmant ignorer de tels événements. Mme Frances Knorr déclara depuis le banc des témoins avoir enterré les bébés à Moreland Road, tout en affirmant qu'ils étaient morts de cause naturelle. Elle déclara que Gladys était morte de convulsions, disant à la cour « Elle est morte de convulsions et non d'un mauvais traitement. Pour ma part, je jure que j'ai tout fait pour la réanimer. J'ai d'abord pensé aller voir la police, mais j'ai eu peur, puis j'ai pensé que j'allais l'enterrer. » L'accusation a contesté, estimant que la fillette avait été étranglée au ruban adhésif et les 2 garçons asphyxiés. Le juge, monsieur le juge Holtroyd, a résumé l'affaire et a souligné qu'il n'y avait aucune preuve directe que l'accusée, Madame Frances Knorr, avait commis ces actes. À la fin du procès, monsieur Rudolf Knorr a été acquitté, mais sa femme, Frances, émotive durant l'audience, a été reconnue coupable et condamnée à mort. Lorsque la sentence a été prononcée, elle s'est effondrée. Elle a ensuite dû être aidée à sortir du tribunal avant d'être transportée en prison. Le procès avait suscité beaucoup d'intérêt et était très commenté à Melbourne. La presse a majoritairement jugé sa culpabilité et sa peine juste, mais le public restait partagé, non sur sa culpabilité, mais sur la question de la peine de mort. Les journaux recevaient de nombreuses lettres de lecteurs, réclamant une campagne pour commuer la peine, certains la jugeant victime de circonstances terribles. Ils soulignaient qu'elle n'avait reçu aucune aide de l'État et qu'elle avait tenté de subvenir seule aux besoins de sa fille en gardant des enfants. Elle n'a pas pu faire face et, désespérée, a commis ses crimes. Une pétition a été présentée au gouverneur, mais il a refusé d'annuler la décision. Thomas Jones, l'homme pendu, était très mal à l'aise à l'idée de pendre une femme. Bien que les journaux aient rapporté les détails de ses crimes, il savait les difficultés que Frances aurait rencontrées en essayant d'élever un bébé seule. La femme de Thomas pensait que la peine de Madame Knorr devrait être commuée, et elle a fait part à son mari de ce qu'elle ressentait à propos de ce qu'on lui avait demandé de faire. Des rumeurs disaient qu'elle quitterait Thomas s'il pendait Madame Knorr. Cela devint trop lourd, et Thomas se suicida. Peu avant l'exécution, la situation changea à la veille de la pendaison de Madame Frances Knorr. Elle rédigea une déclaration confessant les crimes. Elle écrivit « Placé comme je le suis maintenant, à quelques heures de ma mort. J'exprime un vif désir que cette déclaration soit rendue publique, avec l'espoir que ma chute ne soit pas seulement un avertissement pour les autres, mais serve aussi de moyen de dissuasion pour ceux qui pratiquent peut-être la même chose. Je souhaite maintenant déclarer que, concernant les accusations connues dans les preuves comme les bébés numéro 1 et numéro 2, j'avoue être coupable. À 10h le lundi 15 janvier 1894, Frances Knorr s'est dirigée vers la potence.
En avançant, elle restait calme et fixait l'horizon, tandis qu'une foule chantait des hymnes devant la prison. Ses derniers mots furent « Oui, le Seigneur est avec moi. Je ne crains pas les hommes. J'ai une paix parfaite. » Frances Knorr fut alors pendue. Le troisième cas enregistré en 2022 provient des États-Unis du début du XXe siècle. Arthur Warren Waite est né le 2 décembre 1886 à Canonsburg, dans le comté de Kent, Michigan. Il était le benjamin de Warren et Sarah Waite, avec 2 frères et une sœur. Ses parents géraient une petite ferme et un étal de légumes. La famille, peu aisée, travaillait dur pour s'en sortir. À l'école primaire, Arthur a trouvé un travail de livreur de journaux. Il réussissait à l'école et excellait au tennis, remportant plusieurs tournois locaux. Après son diplôme en 1905, il a étudié la dentisterie à l'Université du Michigan, où il était populaire, surtout auprès des jeunes femmes. Il avait une allure charmante et était considéré comme très beau. Arthur, cependant, n'était pas très honnête. Pendant ses études au Michigan, il a souvent été surpris à mentir, voler et copier. Il a finalement dû quitter l'université, mais cela ne l'a pas découragé. Il a falsifié des dossiers pour faire croire qu'il avait accompli des choses qu'il n'avait en réalité jamais faites. Et d'une manière ou d'une autre, il a réussi à obtenir une bourse pour étudier en Écosse. Le cursus auquel Arthur était inscrit devait durer 2 ans, mais étrangement, il a réussi à le terminer beaucoup plus rapidement. Il a reçu une prime puis s'est vu offrir un poste de dentiste dans une compagnie minière en Afrique du Sud. L'emploi a duré 2 ans et s'est terminé quand un responsable a soupçonné Arthur de vol après la découverte d'une grosse somme d'argent disparue. Étrangement, le responsable est décédé peu après, officiellement d'une apoplexie. Arthur est alors rapidement rentré aux États-Unis. Il a été rapporté que pendant son travail dans la société minière, Arthur avait détourné environ 7000 $. Avant de partir pour l'Écosse, Arthur avait rencontré Clara Louise Peck. Ils s'entendaient bien et ont gardé contact pendant le séjour d'Arthur à l'étranger. Clara, la benjamine de 3 enfants, est née le 9 décembre 1887. Sa sœur aînée est morte quand Clara avait 8 ans. Mais contrairement à Arthur, Clara n'a jamais manqué d'argent en grandissant. Son grand-père avait ouvert une pharmacie familiale et lorsque son père eut terminé ses études, lui et son frère fondèrent une entreprise pharmaceutique qu'ils appelèrent Peck Frères. Ils l'ont finalement vendue pour une grosse somme. Le père de Clara a aussi été président de la Banque nationale de la ville et possédait des actions dans plusieurs entreprises. En 1915, on estimait qu'il valait plus d'1 million de $. Clara avait reçu une éducation privilégiée et fréquentait une école privée renommée à Washington. De retour aux États-Unis, Arthur s'est installé à New York. Il a annoncé avoir ouvert un cabinet dentaire et entamé des études de médecine. La même année, la mère de Clara organisait une réunion mondaine où Clara invita Arthur. Impressionnée par ses réalisations, elle appréciait sa compagnie. Clara et Arthur ont alors commencé à se fréquenter. Clara avait un frère aîné, Percy, qui n'aimait pas Arthur et pensait que sa sœur ne devait pas être avec lui. Cependant, Madame Hanap, la mère de Clara, l'aimait beaucoup, tellement qu'elle a encouragé sa fille à l'épouser. Arthur et Clara ont continué à se voir, puis Arthur lui a demandé sa main, qu'elle a acceptée comme cadeau de mariage. Le père de Clara, Monsieur John Peck, leur a offert 50 000 $, une somme considérable à l'époque, mais pas en une seule fois. L'argent devait être mis en fiducie et le couple ne pourrait retirer que 100 $ par mois. Quelques semaines seulement avant le mariage d'Arthur et Clara, il aurait demandé une autre femme en mariage. Sachant qu'Arthur était déjà pris, la femme a écrit à Clara pour évoquer sa demande en mariage et lui conseiller de ne pas l'épouser. Clara l'a épousé malgré tout, le 19 septembre 1915 à l'église baptiste de Fountain Street. Après cela, ils ont emménagé dans un luxueux appartement de 7 chambres sur Riverside Drive à Manhattan que Monsieur John Peck avait acheté pour eux. Alors qu'il étudiait à la faculté de médecine Cornell, Arthur affirmait travailler dans divers hôpitaux de New York et prétendait faire de très longues heures. Lorsqu'il ne travaillait pas, il jouait au tennis et impressionnait la haute société new-yorkaise par ses talents. Il était devenu assez connu dans les cercles exclusifs de New York et cherchait à impressionner chacun de ses interlocuteurs. La tante riche de Clara, Catherine,
séduite par lui, lui a confié 40 000 dollars à investir. Après leur premier Noël ensemble, Clara et Arthur ont invité Madame Anna Peck, la mère de Clara, à séjourner chez eux à New York. L'appartement se trouvait dans un quartier très pittoresque de Manhattan, sur Riverside Drive, une longue avenue bordée d'arbres, avec de grandes maisons et de nouveaux immeubles qui donnaient sur l'Hudson River. Le quartier attirait les riches habitants de New York depuis 1904. Après l'ouverture du métro, cela signifiait qu'il devenait possible de faire la navette depuis l'Upper West Side de Manhattan jusqu'au quartier d'affaires de la ville. Madame Peck est arrivée le 10 janvier 1916, mais elle a vite commencé à se sentir mal. Bien que pendant ses visites, Arthur ait été très occupé, quittant l'appartement très tôt et ne revenant que tard le soir. Quand sa belle-mère est tombée malade, il est devenu très attentionné, s'occupant d'elle, lui apportant des roses et restant à son chevet. Cependant, elle ne semblait pas aller mieux. Au contraire, son état empirait. Puis, le 30 janvier, Madame Anna Peck, auparavant en bonne santé, est décédée. Les médecins ont diagnostiqué la cause du décès comme étant une maladie rénale. Son corps a été transporté à Grand Rapids. Bien qu'on pensait qu'elle serait enterrée, Arthur a dit qu'elle avait demandé à être incinérée pour limiter la peine de chacun. Anna Peck est décédée à 64 ans. Après la mort de son épouse, Monsieur John Peck, veuf, est parti à New York chez sa fille. Il était en très bonne santé à son arrivée, mais peu de temps après, il a commencé à se sentir mal. Arthur lui a donné un spray pour la gorge et a conseillé de l'utiliser plusieurs fois par jour. La maladie aurait débuté quelques heures après qu'il ait mangé de la glace, puis s'est aggravée. Il a eu des douleurs à l'estomac, des nausées et des vomissements. La domestique de Clara et Arthur pense avoir vu Arthur ajouter quelque chose au bouillon préparé pour son beau-père. Arthur a expliqué que M. Peck, patient difficile, refusait ses médicaments, d'où la nécessité de les mélanger à sa nourriture. Clara, très inquiète pour son père, a appelé un médecin. Celui-ci venait chaque jour à l'appartement, mais l'état de M. Peck restait inchangé. Il se plaignait de souffrir de nausées et disait qu'il avait du mal à manger. Le père de Clara, M. John Peck, est décédé le 12 mars 1916 d'une maladie cardiaque et d'une néphrite. Arthur a expliqué que John souhaitait être incinéré à Grand Rapids, comme sa femme, et a organisé son transport en train avec le corps. Clara traversait une période très triste après avoir perdu ses deux parents. À la gare de Grand Rapids, Arthur et elle furent accueillis par Percy, le frère de Clara, qui n'avait jamais vraiment apprécié le mari de sa sœur et restait méfiant envers lui. Ses soupçons avaient augmenté juste avant l'arrivée d'Arthur et Clara. Il avait reçu un télégramme de mademoiselle Kay Adams lui demandant d'exiger une autopsie du corps de son père. Mademoiselle Adams soupçonnait que la mort de M. John Peck n'était pas seulement due à la maladie ou à la vieillesse. Percy ignorait qui était Kay Adams, mais prit le télégramme très au sérieux. Il interrogea Arthur sur la façon dont ses deux parents étaient morts, alors qu'ils étaient à New York, sous sa garde. Et en si peu de temps, Arthur n'avait vraiment aucune réponse. Sauf que ni l'un ni l'autre n'était en très bonne santé. Percy prit possession du corps de son père et organisa une autopsie privée. Ce soir-là, Arthur alla à la morgue, déclarant vouloir mettre une fleur et une photo de Clara dans le cercueil de M. Peck. Cependant, sa demande fut refusée, ce qui rendit Arthur très bouleversé. Il déclara que ni lui ni sa femme, Clara, n'avaient demandé d'autopsie et qu'aucune autorisation n'avait été donnée pour en pratiquer une. Le frère de Clara, cependant, non seulement l'avait organisée, il était devenu tellement inquiet qu'il avait engagé quelqu'un pour surveiller le corps de son père jusqu'aux funérailles. L'autopsie du cœur et des poumons de M. Peck n'a pas confirmé la maladie cardiaque ou rénale comme cause du décès initialement évoqué. Du chloroforme a aussi été détecté dans son cerveau. Son estomac a ensuite été envoyé au docteur Victor Sevogan de l'Université du Michigan pour d'autres examens. Les funérailles de M. John Peck ont eu lieu 2 jours plus tard, et ni Arthur ni Clara n'y ont assisté. Leur raison était que Clara était trop émotive et qu'Arthur était resté avec sa femme pour s'occuper d'elle. Cependant, le couple a tout de même réussi à être présent pour la lecture du testament ici. L'avocat a annoncé que la plupart des biens de M. Peck seraient répartis également entre ses enfants, Clara et Percy. Le frère de Clara, M. Percy Peck, était de plus en plus persuadé que son beau-frère était lié à la mort de ses parents et commençait à craindre pour la sécurité de sa sœur.
Il fit appel à un détective privé, un gentleman nommé Monsieur Raymond Schindler. Monsieur Schindler enquêta sur les affaires d'Arthur et ses prétendues qualifications en dentisterie. Étrangement, il ne trouva presque aucune information sur le docteur Arthur Waits, ni son cabinet dentaire. Aucune licence de dentiste n'était enregistrée à son nom à New York. L'enquêteur découvrit cependant qu'Arthur, papillon social, connaissait beaucoup de monde et aimait les danseuses de revue. Raymond a convaincu le responsable de l'immeuble d'autoriser son équipe à entrer chez Arthur et Clara pour poursuivre l'enquête. En fouillant les appartements, ils ont trouvé des objets intéressants. Le coffre-fort contenait une grosse somme en liquide, sans doute l'argent que Catherine, la tante de Clara, avait confié à Arthur pour investir. L'arsenic était marqué dans un livre de pharmacologie, et il y avait des lames de verre contenant des spécimens de typhoïde dans son bureau. Ils ont découvert qu'il menait des études privées à l'école de médecine de Cornwall, même s'il n'y était pas officiellement inscrit. Il avait dit au professeur qu'il souhaitait étudier cela, afin de pouvoir un jour empêcher les gens de mourir des maladies causées par ces bactéries. Les enquêteurs ont aussi trouvé qu'il occupait une chambre au Plaza, enregistrée au nom du docteur et madame Margaret Walters. Cette dernière était en fait Margaret Hornton, une chanteuse de cabaret mariée. Bien qu'ils aient pris une suite à l'hôtel, madame Hornton affirmera plus tard que leur relation était platonique. Toutes les preuves indiquant qu'Arthur était lié à la mort de ses beaux-parents, la police l'a interrogé. Ils lui ont demandé s'il avait acheté de l'arsenic, ce qu'Arthur a nié, affirmant qu'il ne ferait jamais de mal à personne. La police lui a rappelé une discussion avec la tante de Clara, Catherine, une semaine après la mort de monsieur John Peck. Il l'avait appelé pour demander « Que ferait un homme acculé ? Envisagerais-tu le suicide ?» Arthur a nié toutes les accusations que la police lui a présentées et, après l'interrogatoire, il a été relâché et est retourné à son appartement de Riverside Drive. À peu près au même moment, les résultats de l'autopsie de l'estomac de monsieur John Peck ont été rendus publics et ont confirmé qu'il avait été empoisonné. Maintenant, avec toutes les preuves issues de l'autopsie, la police est allée arrêter monsieur Arthur Waits. Cependant, lorsqu'ils sont arrivés à son appartement, ils ont découvert qu'il était dans un très mauvais état. Il était dans le coma à la suite d'une overdose de somnifères. Il a été transporté à l'hôpital où les médecins lui ont fait un lavage d'estomac et ont réussi à le ramener à la conscience. Guéri, il a aussitôt été arrêté. Arthur a nié avoir empoisonné son beau-père, mais la police poursuivait son enquête. Ils ont appris qu'il avait acheté de l'arsenic chez un médecin. Ils ont également découvert qu'Arthur avait payé le croque-mort, qui avait embaumé monsieur Peck pour qu'il utilise un liquide contenant de l'arsenic. Utilisée au XIXe siècle, cette méthode est maintenant interdite. Arthur avait payé cher pour cela, mais le croque-mort, bien qu'ayant accepté l'argent, n'a pas mis d'arsenic dans le liquide d'embaumement. La police estimait avoir suffisamment de preuves et a inculpé Arthur Warren Waite du meurtre de son beau-père, monsieur John Peck. Le procès a commencé en avril 1916 et Arthur a plaidé non coupable, même s'il avait écrit à un journal new-yorkais pour avouer les crimes. On a aussi découvert que la mystérieuse mademoiselle Kay Adams, auteure du télégramme à Percy après la mort de son père, était en réalité madame Elizabeth Hardwick, la sœur du docteur Cornell, directeur de l'école de médecine Cornell où Arthur passait beaucoup de temps. Depuis la mort de monsieur et madame Peck, elle se méfiait de lui et s'interrogeait sur son intérêt pour les bactéries mortelles. Madame Margaret Horton a déclaré devant le tribunal qu'Arthur l'avait en réalité emmené au laboratoire Cornell et lui avait montré différentes bactéries mortelles. À ce moment, monsieur et madame Peck étaient morts. Et quand madame Horton lui a demandé s'il en était responsable, il a confirmé. Arthur a pris la parole pour sa propre défense et a raconté une étrange histoire selon laquelle l'esprit d'un prêtre égyptien maléfique était entré dans son corps. Il lui avait ensuite ordonné de tuer ses beaux-parents pour obtenir leur richesse, pensant que le jury le jugerait fou. Cependant, il avait été examiné par des psychiatres avant le procès, et ils étaient tous d'accord pour dire qu'il était en réalité sain d'esprit. Le jury ne s'est pas laissé berner par son histoire invraisemblable. En mai 1916, Arthur Warren Waite a été condamné à mort sur la chaise électrique pour le meurtre de John Peck. Dans la prison de Sing, en attendant son exécution, Arthur a expliqué comment il avait réussi à empoisonner sa belle-mère, Madame Anna Peck, et son beau-père, Monsieur John Peck. Il a déclaré que Madame Peck était morte relativement rapidement. Il avait commencé à mélanger des substances dans sa nourriture le jour de son arrivée. L'assortiment de germes qu'il avait utilisé comprenait la diphtérie et la grippe.
Le 29 janvier 1916 au soir, il lui a donné du Vérinol. Revenu le lendemain matin, il a constaté sa mort. Il a expliqué être retourné se coucher, pensant qu'il valait mieux que Clara découvre la mort de sa mère au matin. Tuer son beau-père avait cependant été bien plus difficile. Il a tenté la diphtérie, la tuberculose, le typhus et la grippe, sans succès. Finalement, il l'a étouffé avec un chiffon au chloroforme. Arthur Warren Waite a été exécuté sur la chaise électrique le 24 mai 1917. Après la mort d'Arthur, une autopsie a été pratiquée. Au cours de celle-ci, deux faits très intéressants ont été découverts. Une cicatrice due à une méningite contractée enfant pouvait, selon les médecins, expliquer en partie sa disposition psychopathique. L'autre, surprenant pour un meurtrier, était un cœur très volumineux. Clara, l'épouse d'Arthur, s'est remariée, a eu une fille nommée Louise, puis est décédée à Seattle en 1964 à 76 ans. Le quatrième cas a été enregistré en 2023 et s'est déroulé aux États-Unis dans la seconde moitié du 19e siècle. George Crozier est né en 1833 à Benton, au nord du comté de Yates, dans la région des Finger Lakes, État de New York. Son grand-père avait émigré d'Écosse en 1801 et George a grandi dans une famille religieuse stricte avec son frère aîné David. La famille a été respectée et travailleuse et George était vu comme une personne intègre et morale. En 1855, George épousa mademoiselle Fanny Baker, une charmante jeune femme de 19 ans qui avait été adoptée et élevée par son oncle. Après leur mariage, ils restèrent à Benton et étaient vus comme un couple vertueux. Le 6 janvier 1857, Fanny mit au monde leur fils unique, Frank. La vie suivit son cours pour la famille Crozier, et les années suivantes furent marquées par de nombreux changements. Après la guerre de sécession, les États-Unis devinrent progressivement une nation industrielle et urbaine. De nombreuses innovations technologiques ont eu lieu. Le réseau ferroviaire s'étendait, l'économie et la production agricole croissaient. Cependant, des tensions sociales existaient à cause des exigences croissantes de la vie. À la fin du 19e siècle, George était devenu proche de Minerva Dutcher. Elle venait d'une grande famille dont elle était l'aînée. Elle fréquentait l'école du village, allait à l'église et chantait dans la chorale, comme on l'attendait d'une jeune femme en 1870. Cependant, dès 1872, les gens commençaient à se demander pourquoi M. George Crozier, un homme d'environ 40 ans, passait autant de temps en compagnie de mademoiselle Minerva Dutcher. On l'avait vu à plusieurs reprises passer devant sa maison, et lorsqu'elle sortait, ils partaient alors se promener ensemble. On l'avait aussi vue près de son école, et elle quittait la classe pour lui parler. Il lui transmettait également des messages écrits à l'avance et la retrouvait à l'église. Entre 1872 et 1875, il semblait que tout le monde à Benton savait que M. Crozier était épris de mademoiselle Dutcher, et il paraissait qu'elle partageait ses sentiments. Le 15 juillet 1875, Madame Fanny Crozier, une dame qui avait jusque-là joui d'une très bonne santé, tomba soudainement malade. Elle souffrait de violentes douleurs à l'estomac, mais elle attribua cela à la consommation de concombres. Elle s'alita, et bien qu'elle ait été mal les jours suivants, elle commença à aller mieux. Durant cette période, son mari la soignait régulièrement. Mais le 27 juillet, elle se sentit de nouveau mal. Mademoiselle Sarah Towner, une amie, passa devant la maison et vit Monsieur Crozier sur son porche. Elle lui demanda si Madame Crozier était là. Il répondit qu'elle l'était, mais malade et alitée. Madame Towner alla dans la chambre et trouva Fanny très mal, vomissant et souffrant de violentes douleurs à l'estomac. Madame Towner demanda à Monsieur Crozier pourquoi il n'avait pas appelé de médecin pour sa femme. Mais Monsieur Crozier haussa les épaules et répondit qu'un médecin l'avait déjà vu, lui avait donné des poudres de sous-nitrate de bismuth qu'il avait préparées selon la prescription et qu'il jugeait inutile de le rappeler. Madame Towner décida d'aller parler elle-même au docteur Barber. Elle lui expliqua que son amie Madame Crozier n'allait pas bien du tout, et le docteur Barber accepta alors d'aller la voir de nouveau. Il arriva vers 9h ce soir-là et constata que l'état de Madame Crozier était inchangé. Elle souffrait d'un ventre gonflé, d'une gorge sèche et d'un pouls rapide.
Le docteur Barber prépara un autre médicament et expliqua à M. Crozier comment l'administrer. Il annonça son retour le lendemain matin pour examiner la patiente. Madame Crozier n'allait pas mieux et le docteur lui conseilla de poursuivre le traitement le jour suivant. Jeudi 29 juillet, le fils de monsieur et madame Crozier, Frank, arriva tôt chez le docteur Barber et l'informa que sa mère était dans un état très grave. Le docteur Barber arriva aussitôt chez les Crozier à 6 heures. Madame Crozier ne pouvait plus parler, ses pupilles contractées. Le docteur James Allen apporta aussi son aide. Il suggéra qu'elle serait peut-être plus à l'aise si on la déplaçait au salon, mais peu de temps après, Madame Fanny Crozier mourut. Monsieur Crozier dit au docteur Barber qu'il ne voulait aucune autopsie de son épouse, et il était inquiet car il savait qu'une autre dame, décédée quelques années plus tôt, avait été découpée. Il voulait enterrer sa femme et laisser du temps à son fils et à lui pour faire leur deuil. Le samedi 31 juillet 1875 ont eu lieu les funérailles de Madame Fanny Crozier. La plupart des habitants de la ville sont venus rendre hommage à une femme charmante qui était une membre appréciée de la communauté locale. Elle n'avait que 37 ans. Une semaine après le décès tragique de l'épouse de George Crozier, son fils Frank a épousé Mademoiselle Emma Armstrong. Frank pensait que son père avait besoin de soutien, alors lui et sa femme sont allés vivre avec lui. Fin août, Mademoiselle Minerva Dutcher emménagea aussi à la résidence Crozier, engagée apparemment par George comme gouvernante. Emma a dit qu'elle s'occuperait de la maison avec l'aide de Frank. Donc, il n'était pas utile d'engager Mademoiselle Dutcher. Monsieur Crozier, cependant, l'informa que la malle de la jeune femme était déjà arrivée à la maison et qu'il n'était plus utile d'en parler. Monsieur Crozier a été vu donnant des billets à Minerva à l'église, quelques jours après la mort de sa femme. Il avait aussi été vu la retrouver au cimetière où sa femme était enterrée et marcher avec elle vers sa maison. Des rumeurs concernant une relation inappropriée entre Monsieur Crozier et Mademoiselle Dutcher circulaient à Benton depuis longtemps, bien avant la mort de Madame Crozier. Mais à présent, on spéculait que la cause du décès de Madame Fanny Crozier pouvait être liée à quelque chose de bien plus sinistre. Certaines amies de Madame Crozier soupçonnaient depuis longtemps que sa mort n'était pas simplement due à une maladie soudaine. Et en octobre 1875, 3 mois après sa mort, le coroner ordonna que son corps soit exhumé et que le contenu de son estomac et de son foie soit examiné. Le docteur Frank Tompkins, avec les docteurs James Waddell et Barber, reçut l'ordre d'aller sur la tombe de Madame Crozier pour prélever des organes vitaux à analyser. Ils voulaient retirer l'estomac, mais à cause de la forte décomposition, ils ont prélevé les poumons et le cœur. Ayant réalisé leur erreur, ils sont revenus à la tombe pour retirer l'estomac et une partie du foie de la défunte. Les organes ont ensuite été placés dans des bocaux et envoyés au professeur John Towler, professeur de chimie et toxicologie au Collège médical de Genève, à New York. Le professeur Towler a trouvé d'importantes traces d'arsenic dans l'estomac de Madame Crozier, ce qui a sans doute causé sa mort. Monsieur George Crozier a alors été arrêté et accusé de meurtre. La petite ville de Benton a été choquée que Monsieur George Crozier, un citoyen respectable, soit arrêté pour le meurtre de sa femme. Il a affirmé qu'il était innocent et de nombreux habitants le croyaient. Son procès débuta le 6 mars 1876 au palais de justice de Penyan, village du comté de Yates, État de New York. Monsieur Crozier a nié les faits, l'accusation a présenté l'affaire. Ils ont affirmé que l'accusé de 42 ans avait empoisonné sa femme, Fanny Crozier, 37 ans, car il voulait être avec Mademoiselle Minerva Dutcher, une jeune femme de 18 ans dont il était très épris. Plusieurs témoins ont été appelés pour soutenir l'accusation. Mademoiselle Sarah Towner a décrit sa présence lors du décès de Madame Crozier. Monsieur Robert Paul a indiqué au tribunal qu'il gérait le cimetière et qu'il était là lors de l'exhumation de Madame Crozier. Pour permettre les tests toxicologiques, le docteur Tompkins, Waddell, Barbara Allen, Stevens et le professeur Towler ont témoigné. Le docteur Barber a décrit les remèdes préparés pour Madame Crozier durant sa maladie. Le professeur Towler a expliqué avoir recherché des poisons dans le corps de Madame Crozier et y avoir découvert de l'arsenic. D'autres témoins ont dit que Monsieur Crozier passait le plus de temps possible avec Mademoiselle Dutcher. Minnie Truesdell a indiqué au tribunal que Mademoiselle Minerva Dutcher avait travaillé chez ses parents.
Elle a dit que Monsieur Crozier venait souvent et que Mademoiselle Dutcher sortait par la porte arrière pour lui parler, précisant que cela arrivait régulièrement. Le frère de Minnie Trusdale, Charles, a confirmé l'histoire de sa sœur. Des témoins ont déclaré avoir vu George Crozier passer des billets à Mademoiselle Dutcher à l'église. Tous les témoins pensaient que, malgré leur âge, ils avaient toujours semblé s'apprécier. Monsieur David Armstrong a raconté avoir vu l'accusé et Mademoiselle Dutcher souvent ensemble et remarqué leur grande proximité. En 1872, il les a vus aller et revenir ensemble de l'église. Il a précisé que Monsieur Crozier distribuait souvent le journal de l'école du dimanche à l'église, donnant le dernier à Minerva avant de s'asseoir près d'elle. Il a aussi évoqué le pique-nique à Crosby's Wood avec le prévenu et sa femme, puis le moment où Madame Crozier rangeait après. Quand Monsieur Crozier s'est approché, Madame Crozier a dit « Georges, tu as passé ta journée à t'amuser avec les filles. Viens m'aider à ranger. » Ce à quoi Monsieur Crozier a répondu « Tais-toi ou je vais t'enfoncer ça dans la gorge. » Monsieur Armstrong a dit que Monsieur Crozier tenait un rouleau de gâteau à la gelée et, en parlant à sa femme, il a haussé la voix et semblait excité. Personne n'a vraiment vu Monsieur Georges Crozier empoisonner sa femme. De nombreux témoins ont vu l'accusé à plusieurs reprises avec Mademoiselle Dutcher, montrant qu'il appréciait la jeune femme. Il existait donc un mobile pour éliminer sa femme. La défense présenta cependant une toute autre affaire. Ils ont affirmé à la cour que toutes les preuves contre l'accusé étaient circonstancielles, faibles et peu fiables. Ils n'ont pas contesté que Madame Fanny Crozier soit morte d'un empoisonnement à l'arsenic, mais ont affirmé que l'accusé ne l'avait pas administré. Ils ont dit que quand Madame Fanny Crozier est tombée malade, Monsieur Crozier a demandé au docteur Barber de s'en occuper. Le docteur Barber avait déjà déclaré qu'il avait prescrit à Madame Crozier des poudres de sous-nitrate de bismuth. Le docteur Charles Woodward se tenait maintenant à la barre des témoins et informa le jury que les livres de médecine mettent en garde contre l'utilisation de cette substance, car elle contient de l'arsenic. Le docteur Henry Nichols a présenté à la cour un rapport sur l'empoisonnement à l'arsenic, déclarant qu'il s'agissait d'un poison irritant agissant directement sur le système nerveux. Si le docteur Barber avait prescrit une dose trop élevée de poudre de sous-nitrate de bismuth, il était possible que Madame Crozier en soit morte. La défense a aussi déclaré que Madame Crozier pensait mourir d'un cancer de l'estomac et avait choisi de mettre fin à ses jours pour éviter de souffrir. Monsieur Martin Barden a affirmé que Madame Crozier lui avait confié souffrir d'un cancer de l'estomac et qu'elle prendrait une décision avant d'être trop malade. Le fils de Madame Crozier, Frank, a également témoigné. Il a dit que sa mère lui avait confié que si elle était atteinte d'un cancer de l'estomac, elle mettrait fin à ses jours. Frank a dit qu'il lui avait répondu de ne pas envisager cela, car sinon, la faute retomberait sur lui ou son père. Frank a poursuivi en disant que sa mère lui avait assuré que ce ne serait pas le cas et que personne ne saurait jamais ce qu'elle avait fait. Il a aussi dit que sa mère lui avait demandé d'acheter de l'arsenic contre les rats, mais il a oublié, alors son père l'a acheté. D'autres témoins, dont Madame Dolly Crozier, la belle-sœur de Monsieur Crozier, ont affirmé au tribunal que le défunt ne lui avait jamais mentionné de cancer de l'estomac. La défense a rappelé au jury que le jour du décès de Madame Crozier, Monsieur Crozier avait fait venir le docteur Allen, un médecin très respectable et compétent. Le docteur Barber s'occupait de Madame Crozier, affirmant qu'il l'a fait par inquiétude et pour obtenir un autre avis médical. La défense a souligné que ce n'étaient pas les actes d'un homme qui avait l'intention de se débarrasser de sa femme. C'est le témoignage de la belle-fille de Monsieur Crozier, Madame Emma Crozier, qui a été le plus controversé. Elle a déclaré devant le tribunal qu'après la mort de Madame Crozier, son beau-père, Monsieur Georges Crozier, lui avait dit qu'il y avait eu de l'arsenic dans leur garde-manger, qu'ils avaient gardé dans le but de tuer des rats. Quelques jours après la mort de son épouse, Monsieur Crozier découvrit la disparition de l'arsenic. Madame Emma Crozier a déclaré que son beau-père lui avait dit qu'il craignait que Fanny ne l'ait pris, car elle croyait souffrir d'un cancer de l'estomac, et elle avait dit que si c'était le cas, elle se supprimerait. Cependant, le témoignage le plus accablant de Madame Emma Crozier restait à venir. Elle a dit qu'après l'arrestation de son beau-père, elle lui avait rendu visite en prison. Il lui a demandé si sa femme, Madame Fanny Crozier, lui avait déjà dit qu'elle prendrait de l'arsenic si l'on découvrait qu'elle souffrait d'un cancer de l'estomac. Mademoiselle Emma Crozier a répondu qu'elle ne l'avait pas fait.
Monsieur Crozier a alors demandé si elle dirait que sa femme lui avait effectivement dit cela, ce à quoi elle a répondu qu'elle ne dirait que la vérité. Mademoiselle Crozier a poursuivi. Elle a dit que Monsieur Crozier lui avait demandé si elle jurerait que sa femme avait dit cela, ajoutant que s'il le faisait, il veillerait à ce qu'elle ne manque de rien. Cependant, Madame Emma Crozier a déclaré au tribunal que sa réponse était la même, qu'elle ne dirait que la vérité. Lorsque le procès s'est terminé, le juge a passé un certain temps à résumer l'affaire avant que le jury ne soit envoyé pour délibérer sur le verdict. Ils sont revenus 2 heures plus tard pour déclarer l'accusé, Monsieur Georges Crozier, coupable de meurtre. Interrogé, Monsieur Crozier a calmement déclaré « Votre honneur, je me tiens devant vous et aussi devant mon Père céleste pour répondre de mes actes. Je proclame mon innocence et affirme que le témoignage de ma belle-fille Emma Crozier contre moi est totalement faux. Je me tiens devant Dieu et ses témoins pour protester de mon innocence. » Le juge l'a alors condamné à mort. Le verdict a été contesté en appel et un nouveau procès demandé, mais tous deux refusés. L'exécution a toutefois été reportée du 3 mai au 16 juin. Cela a laissé assez de temps pour qu'une demande de commutation soit soumise au gouverneur. Finalement, la peine a été commuée en réclusion à perpétuité, à condition que la défense accepte le verdict et ne réclame pas de nouveau procès. Monsieur Georges Crozier a été envoyé purger sa peine à la prison d'État d'Alban, où il est décédé 20 ans plus tard, en 1896. En prison, il a toujours affirmé son innocence et nié avoir empoisonné sa femme. Après la condamnation de Monsieur Crozier, Minerva Dutcher est restée à Benton. Elle a épousé John Calhoun et eu 5 enfants. Elle est décédée dans le village voisin de Peignan en octobre 1915. Elle avait 58 ans. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et pour votre soutien en 2024. N'hésitez pas à laisser vos commentaires ou suggestions et j'espère vous retrouver tous la semaine prochaine pour le prochain Briefcase.